Imaginez une industrie qui pèse près de 15 billions de yens au Japon. C'est un chiffre colossal. Pour se donner une idée, c'est plus du double du box-office mondial du cinéma. Et pourtant, en dehors du Japon, la plupart des gens, ils n'en ont jamais entendu parler, ou alors ils en ont une image très très floue. Mhm. Il s'agit du pachinko. Exactement. Aujourd'hui, on se plonge dans une pile de documents, des extraits d'articles, des analyses culturelles, des retranscriptions de débats pour essayer de comprendre ce phénomène qui est vraiment unique. Et notre mission, si on peut dire, c'est de voir ce qui se cache derrière la machine. Au-delà des billes d'acier et des lumières qui clignotent, on va explorer un modèle économique incroyablement complexe, Oui. une place aussi très controversée dans la société japonaise, et on va se demander pourquoi ce géant n'a jamais vraiment réussi à s'exporter. Pourquoi est-ce que tout le monde dit que ce n'est pas un jeu d'argent? Alors que ça y ressemble trait pour trait. Exactement, c'est la première chose qui saute aux yeux. Si je me base sur les descriptions dans les sources, ça a l'air d'un croisement entre un flipper, qu'on aurait mis à la verticale, et une machine à sous. C'est une très bonne image, oui. On achète des petites billes d'acier, on les lance, et elles dégringolent à travers un champ de clous. Si elles tombent dans les bons trous, on gagne plus de billes. Jusque-là, ça semble assez simple. En surface, oui, c'est très simple, mais c'est dans le comment on récupère ses gains que tout le système se joue. Ah. Et c'est là que ça devient fascinant d'un point de vue légal. Il faut savoir qu'au Japon, les jeux d'argent directs, comme dans un casino, sont formellement interdits par la loi. D'accord, c'est la base de tout. Le pachinko a donc dû trouver une parade. Et cette parade est un système d'une ingéniosité folle, que l'on appelle le Santen Oshiki. Le système a 3 boutiques. Rien que le nom, on sent que c'est une construction complexe. Comment ça s'articule? C'est un ballet en 3 actes. Acte 1. Dans le salon de pachinko, le joueur ne peut pas échanger ses billes gagnées contre de l'argent. Jamais. Jamais directement. Il les échange contre ce qu'on appelle des prix spéciaux, les tokushukein. Et ça ressemble à quoi ces prix spéciaux? Souvent, ce sont des petits objets sans grande valeur intrinsèque, comme des plaquettes de plastique scellées avec un minuscule morceau d'or à l'intérieur. D'accord, donc on repart avec un petit gadget en plastique. Pas très excitant. Où est l'argent? On y arrive. Acte 2. Le joueur sort du salon de pachinko et se dirige vers un comptoir d'échange. C'est une entité légalement distincte du salon de jeu. Et j'imagine que cette boutique distincte se trouve commodément juste à côté, n'est-ce pas? C'est presque théâtral. Exactement. Souvent, elle partage un mur avec le salon, ou elle est juste de l'autre côté d'une petite ruelle. Bien sûr. C'est là que le joueur vend ses prix spéciaux contre de l'argent liquide. Légalement, le salon de pachinko n'a donc jamais donné d'argent aux joueurs. Il a simplement échangé des billes contre un bien. Voilà. C'est incroyable. C'est une fiction juridique complètement assumée alors. Mais attendez, vous avez dit un système à 3 boutiques. Quelle est la 3e? C'est elle qui ferme la boucle. Un grossiste, 3e acteur de ce théâtre, rachète les prix spéciaux au comptoir d'échange, D'accord. puis les revend au salon de pachinko. Et le cycle peut recommencer. La boucle est bouclée. Grâce à cette séparation formelle, aussi artificielle soit-elle, l'industrie opère dans une zone grise de la loi, tolérée par les autorités depuis des décennies. Un contournement qui a permis de bâtir un véritable empire. Les sources parlent d'un marché de 14 à 15 billions de yens. Le chiffre donne le vertige, c'est difficile de se le représenter. C'est astronomique. Mais un des articles insiste sur le fait que ce chiffre est trompeur. C'est un point absolument crucial pour comprendre l'échelle réelle. Ce chiffre énorme, c'est ce qu'on appelle le kashi damario. Ce n'est pas le profit de l'industrie. C'est quoi alors? C'est le montant total dépensé par les joueurs pour louer les billes. C'est le chiffre d'affaires brut, si on veut. Or, ce qui est intéressant, c'est que les sources indiquent que le taux de redistribution aux joueurs est très élevé, Ah oui. De quel ordre on estime les pourcentages? autour de 85%. D'accord. Donc sur 100 yens joués, 85 reviennent en moyenne dans la poche des joueurs sous forme de gains. Le vrai revenu de l'industrie, ce sont les 15% restants. Exactement. Et c'est là qu'on peut évaluer la taille réelle. Et comment les sources nous aident à faire ça? Elle nous donne un autre indicateur bien plus parlant, le Harari Kibo, qui est le bénéfice brut. Et là, on tombe sur un chiffre qui reste absolument colossal, environ 2,4 billions de yens. 2,4 billions. Même en retirant la redistribution, ça reste un chiffre astronomique. Pour qu'on se rende bien compte, est-ce que les documents le comparent à d'autres industries? Oui, et les comparaisons sont édifiantes. C'est bien plus que les revenus générés par les courses de chevaux, gérées par la Japan Racing Association, ou même que la loterie nationale.
Ah oui, quand même. Et plus frappant encore, cela rivalise avec les revenus de hauts lieux du jeu mondiaux comme Macao ou Las Vegas. C'est fou. Donc le Japon, sans avoir officiellement de casino de type occidental, est en réalité une des plus grandes nations du jeu au monde. Absolument. Une des analyses fait un calcul assez parlant. Rapporté au produit intérieur brut, l'industrie japonaise des jeux d'argent est 2,28 fois plus importante que celle des États-Unis. C'est un chiffre qui montre bien à quel point c'est ancré et massif, Totalement. ce qui rend la question suivante encore plus fascinante. On a ce géant économique hyper populaire au Japon, Mhm. avec des machines qui utilisent des thèmes de la pop culture, comme les animés et les mangas, qui eux s'exportent à merveille. Alors, pourquoi le pachinko, lui, n'a jamais réussi à franchir les frontières? C'est le grand mystère. Surtout que ce qui ressort d'une enquête menée à l'Anime Expo de Los Angeles est assez paradoxal. C'est vrai, cette enquête montre que 91% des visiteurs du stand dédié au pachinko se disaient très intéressés à l'idée d'essayer au Japon. Il y a donc une curiosité, un attrait. Oui, chez un public déjà connaisseur. Exactement. Et pourtant, dans la réalité, chaque tentative d'exportation a été un échec cuisant. D'accord, alors décortiquons les raisons de cet échec. Si on commence par les États-Unis, qu'est-ce qui bloque? C'est un mélange de facteurs légaux et culturels. D'abord, le fameux système du Santen Oshiki est tout simplement inapplicable là-bas. Incompatible avec la loi. Complètement. Les lois sur les jeux d'argent sont extrêmement strictes et varient d'un État à l'autre. Un montage aussi opaque serait immédiatement considéré comme un contournement illégal. Logique. Mais même au-delà de la loi, il y a un choc culturel. C'est-à-dire, Le concept ne plaît pas aux Américains. la culture du casino américain, c'est la rapidité, les gros gains potentiels, le spectacle, l'aspect social. Le pachinko à côté est perçu comme lent, répétitif Et moins rentable. et avec des gains potentiels bien moindres, oui. C'est une activité solitaire, presque méditative. Ça ne correspond tout simplement pas aux attentes du public américain. L'exemple le plus parlant de cet échec, d'après les sources, c'est la Corée du Sud. Là-bas, ça a pris, mais ça a fini en catastrophe. En catastrophe nationale, oui. C'est l'étude de cas la plus extrême. Une version modifiée, le Medalchigi, a littéralement explosé dans les années 2000. Mais ça a mal tourné. Ça a engendré des problèmes sociaux d'une ampleur inédite. Une vague de dépendance massive, des gens qui perdaient tout, des familles ruinées. C'était terrible. Et il y a eu un scandale politique, c'est ça? Exactement. L'affaire Padas Iagi, un scandale politico-financier majeur. La situation est devenue si grave que le gouvernement a pris une décision d'une rare violence, l'interdiction totale et immédiate en 2006. Du jour au lendemain. Les documents rapportent même que la première ministre de l'époque a présenté des excuses publiques à la nation pour les ravages causés par cette industrie. Des excuses publiques, on mesure la gravité de la crise. Au-delà des aspects légaux, les sources insistent beaucoup sur un choc des cultures plus profond. Oui, et c'est peut-être la barrière la plus infranchissable. Le pachinko, c'est une expérience très particulière. On entre dans un salon, le bruit est assourdissant. Insupportable, paraît-il. Et pourtant, chaque joueur est dans sa propre bulle, seul face à sa machine. C'est une activité fondamentalement solitaire. C'est à l'opposé de la conception occidentale du divertissement, qui est souvent sociale. Et puis, il y a le contenu même des machines. Le fait que les thèmes soient très japonais. Précisément, une machine qui met en scène un obscur anime des années 90, un acteur de drama ou un chanteur d'anka. Ça ne parle à personne en dehors du Japon. Ça n'a absolument aucune résonance. Tout le contexte culturel, qui est une grande partie de l'attrait pour les joueurs japonais, est complètement perdu. Donc on a ce géant économique qui opère dans une zone grise de la loi. C'est fascinant, mais j'imagine que tout n'est pas rose. Les sources doivent bien aborder les problèmes que ça génère au Japon même, non? Je pense notamment à la dépendance. C'est inévitable, et c'est la critique la plus récurrente. Les documents décrivent un mécanisme psychologique redoutable qui est au cœur du modèle, le renforcement intermittent. Qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui était beaucoup étudié par le psychologue B.F. Skinner. L'idée, c'est qu'une récompense qui arrive de manière aléatoire et imprévisible est beaucoup plus addictive qu'une récompense que l'on reçoit à chaque fois. C'est l'incertitude qui crée l'addiction. C'est l'incertitude du gain qui crée la compulsion. Exactement. Le fameux « la prochaine fois, c'est la bonne ». Et les conséquences décrites dans les sources sont parfois terribles. Elles sont souvent tragiques. On parle de surendettement massif, de vie sociale et familiale détruite. Mais les histoires les plus poignantes, ce sont ces cas rapportés dans plusieurs articles d'enfants laissés seuls dans des voitures. Ah oui, j'ai lu ça, c'est glaçant. Sur les parkings des salons de pachinko.
Des enfants qui sont parfois décédés de déshydratation ou d'un coup de chaleur pendant que leurs parents étaient à l'intérieur, complètement absorbés par le jeu. C'est terrible. Un autre aspect très trouble qui ressort des documents, ce sont les liens étroits entre l'industrie, le monde politique et même la police. Oui, c'est un sujet très sensible au Japon. Les sources décrivent bien le phénomène de l'amakodari. La descente du ciel. C'est ça. C'est une pratique bien connue où de hauts fonctionnaires, une fois à la retraite, obtiennent des postes très lucratifs dans des industries qu'ils étaient censés réguler. Et pour le pachinko, ça concerne qui? Ce sont souvent d'anciens cadres supérieurs de la police qui atterrissent à la tête des organismes de certification des machines. C'est incroyable. C'est donc un conflit d'intérêts institutionnalisé. On peut le voir comme ça, les critiques y voient surtout un système qui garantit une grande bienveillance de la part des autorités. Et les politiciens ne sont pas en reste. Eux aussi sont impliqués. De nombreux documents citent des noms de politiciens de tous les grands partis, siégeant comme conseillers dans des associations de l'industrie, comme la Pachinko Chain Store Association, Ça tisse un réseau d'influence. qui a très longtemps protégé l'industrie, oui. Une question que beaucoup de gens se posent et qui est abordée dans les sources, la triche. Le mythe du patron qui contrôle les machines depuis son arrière-salle, c'est une réalité. D'après ce qu'on lit, ce n'est pas qu'un simple mythe. Des pratiques comme la manipulation à distance des machines, l'enkaku sosao, ou l'utilisation de faux joueurs payés pour gagner. Les sakura? Exactement, tout ça a bel et bien existé. Plusieurs articles font état d'arrestations pour ces faits. Et que dit l'industrie? L'industrie prétend évidemment qu'il s'agit de cas isolés, de brebis galeuses. Mais l'idée que les gains et les pertes ne sont pas entièrement laissés au hasard est une suspicion très répandue chez les joueurs. Enfin, il y a une dernière connexion, géopolitique cette fois, et sans doute la plus sensible, le lien avec la Corée du Nord. Oui, c'est une couche de complexité supplémentaire, indissociable de l'histoire du pachinko. Plusieurs sources rappellent que l'industrie a été historiquement et est encore en grande partie détenue par des résidents coréens au Japon, les Ainichi. D'accord. Une partie de cette communauté, affiliée à l'association Shangri-On, qui est pro-Pyongyang, a été identifiée Par qui? notamment par des services de renseignement comme une source importante de transfert de fonds vers la Corée du Nord. C'est une accusation très grave. Très grave. Et il est important de souligner ici que nous ne faisons que rapporter les informations et les allégations contenues dans les documents, sans prendre parti. Mais c'est un élément de contexte qui a lourdement pesé sur l'image de l'industrie. Avec un tel passif, une image aussi controversée, on peut se demander si cet empire est toujours aussi puissant aujourd'hui. Les sources semblent indiquer qu'il est plutôt sur le déclin. Le déclin est indéniable, et les chiffres sont spectaculaires. Un des rapports nous dit que le nombre de joueurs est passé d'un pic de plus de 18 millions dans les années 90, 18 millions? à environ 6,6 millions en 2023. C'est une chute vertigineuse. Le nombre de salons a suivi la même courbe. On est passé d'environ 18 000 à moins de 7 000. On voit des fermetures en permanence. Comment expliquer une telle hémorragie? Les sources identifient plusieurs raisons, j'imagine. On peut les regrouper en 3 facteurs principaux. Le premier, et le plus évident, c'est la concurrence. Les smartphones. L'arrivée des smartphones a été un coup très dur. Les jeux sur mobile offrent un divertissement plus accessible, moins cher et surtout beaucoup moins stigmatisant socialement. Surtout pour les jeunes. En particulier pour les jeunes générations, oui. La deuxième raison est presque ironique, c'est la réglementation. Oui, les tentatives de l'État pour assainir l'industrie et la rendre moins addictive se sont retournées contre elle. Des lois successives ont imposé aux fabricants de réduire le potentiel de gain des machines. Ce qu'ils appellent la chakossé. C'est ça, la capacité à exciter l'esprit de jeu. En rendant les machines moins volatiles, avec des gains moins extrêmes, on a aussi enlevé une partie du frisson pour les joueurs les plus assidus. Et ces joueurs sont allés voir ailleurs. Ce qui nous amène au troisième point, le problème d'image qui n'a finalement jamais été résolu. Jamais. Malgré des efforts de communication, la perception publique est restée très négative. L'association avec la dépendance, les liens troubles, le bruit, l'odeur de tabac, Qui a longtemps été un problème majeur. tout cela a créé une barrière à l'entrée. Le pachinko a vieilli en même temps que sa clientèle fidèle, sans jamais vraiment réussir à séduire massivement les jeunes. Ce qu'on a vu au final, c'est que le pachinko est bien plus qu'un simple jeu. C'est un monstre économique, né d'une machine européenne mais transformé par la culture japonaise. Il a prospéré dans les failles de la loi, a tissé des liens puissants avec le pouvoir, tout en se montrant incapable de franchir les frontières du Japon. Et aujourd'hui, cet empire semble se fissurer, rattrapé par les controverses qui ont toujours fait partie de son ADN. Absolument. Et pour finir, je trouve que la comparaison faite dans les sources entre le Japon et la Corée du Sud est particulièrement éclairante.
Oui, c'est frappant. On a deux pays voisins confrontés à des problèmes sociaux très similaires, de dépendance et de dérives financières liées à un même type de jeu. Pourtant, leurs réponses ont été diamétralement opposées. Le Japon a choisi de réguler, La régulation lente, la tolérance, une sorte de gestion contrôlée du problème. tandis que la Corée du Sud, A choisi la chirurgie radicale, l'interdiction totale. et ça laisse une question ouverte pour réfléchir. Exactement. Au final, quand on met ces deux réactions côte à côte, ça pose une question fondamentale. Qu'est-ce que ça dit d'une société, sa manière de choisir entre la liberté de l'individu, les puissants intérêts économiques d'une industrie et la protection du bien-être collectif de ses citoyens? C'est une question qui dépasse largement le simple cas du pachinko.